Salut à tous et bienvenue dans 28 minutes samedi avec ce soir l'économiste Daniel Cohen. Bonsoir Daniel Cohen, bienvenue. Ce soir, c'est vous, le patron de l'émission. Avec vous, on va se plonger dans les bouleversements de notre époque. On regarde le sommaire, allez hop, on y va. Daniel Cohen, vous êtes économiste, agrégé de maths et passionné d'histoire. Avec cette palette, vous disséquez les mutations du capitalisme contemporain dans des ouvrages à succès qui nous éclairent sur le monde qui vient. Avec vous, nous nous pencherons sur la guerre du pétrole relancée par Donald Trump. Le président américain veut étouffer l'Iran en l'empêchant d'exporter sa production. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle crise pétrolière? Quelles seront les conséquences économiques et géopolitiques de ce bras de fer? Puis nous reviendrons sur les propositions de sortie du grand débat formulées par Emmanuel Macron pour tenter de résorber la fracture territoriale du pays. Maintien des effectifs de la fonction publique, moratoire sur les fermetures d'écoles et d'hôpitaux, déconcentration des services de l'État. La France des oubliés incarnée par le mouvement des Gilets jaunes est-elle enfin prise en compte? On en débattra. Et puis nous retrouvons les petits plaisirs de notre épicurien préféré François Simon et les chroniques facétieuses de Marie Bonisseau et Jean-Mathieu Pernin. 28 minutes samedi, c'est parti pour un petit tour de l'actualité de la semaine avec Caroline Brouet, bien sûr. Bonsoir Caroline. Bonsoir Renaud. Ravi de vous retrouver. Et à vos côtés, l'inévitable Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir. Ravi de vous retrouver aussi. Oui, c'est agréable, merci. Mais salut Jean-Mathieu. Bon samedi soir. Mais évidemment, ravi de vous retrouver vous aussi. Et comme chaque semaine, un invité va donc nous apporter son regard sur l'actualité de cette semaine. Et ce soir, c'est vous, Daniel Cohen. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes économiste, vice-président de l'économie de Paris, bardé d'honneurs et de prix, auteur de nombreux livres à succès. On va citer La prospérité du vice, Homo economicus. Et puis voici le dernier en date. Il faut dire que les temps ont changé. Chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète paru chez Albin Michel. Alors ces mutations inquiétantes, ces crises, ces ruptures, ces cracks, eh bien vous passez votre temps en quelque sorte à les expliquer, à nous les expliquer, à les éclairer. Est-ce que ça veut dire que toutes ces ruptures, elles sont forcément rationnelles et explicables? Est-ce que ça veut dire que l'économie que vous pratiquez, c'est effectivement une science qui est toujours rationnelle? Non, alors une science, c'est un art plus qu'une science, c'est la fameuse distinction de Canguilhem à propos de la médecine. Non, on ne pourra jamais dire que c'est une science parce que, tout simplement, l'idée même de loi en économie n'a pas de sens, pour une raison d'ailleurs que les économistes, je crois eux-mêmes, ont compris. Dès qu'on énonce qu'il y a une loi, elle se transforme, ne serait-ce que parce que la compréhension de cette loi fait que les acteurs l'intègrent et puis que ça devient différent. Et puis, il n'y a souvent pas de chance chez les économistes. À chaque fois qu'ils énoncent quelque chose, il se trouve que, dans la décennie qui suit, ça devient faux. Dans les années 80, on disait « jamais la Chine ne deviendra une nation capitaliste », donc pas de bol, c'était pas ça. Dans les années 50 ou 60, on pensait qu'avec le keynésianisme, il n'y aurait plus jamais de chômage. Pas de bol, dans les années 70, ça commence, donc non. Il y a quelque chose de darwinien. La comparaison que je fais parfois, c'est de dire, voilà, Darwin a fondé la biologie moderne, mais il est absolument incapable de comprendre pourquoi, quelle sera la taille des girafes dans 2000 ans. Il peut comprendre rétrospectivement pourquoi elle s'est adaptée à son milieu. Je pense que les économistes doivent être modestes. On peut comprendre rétrospectivement pourquoi ceci et cela s'est produit. Je pense que c'est utile pour le débat public. Mais dès qu'il s'agit de sortir de cette zone de confort et de revenir, il faut accepter beaucoup d'humilité. On va garder ce que vous disiez tout à l'heure, la comparaison initiale, un artiste, vous êtes un artiste en économie. On va regarder tout de suite votre portrait. C'est un autre artiste. C'est la plume de Philippe Ridet qui s'y colle. Mon cher Daniel Cohen, les économistes sont comme les médecins. On ne les voit que lorsque ça va mal. Vous, par exemple, qui vous connaissez avant 2009 ? Date de la sortie de votre best-seller post-crise, La prospérité du vice. Les lecteurs du Monde où vous êtes éditorialiste ? Vos élèves de l'école normale supérieure ? Les dirigeants de pays en faillite que vous conseillez, tels l'assistante sociale cherchant à sortir une famille nécessiteuse de la mouise ? Alors, parlons franchement. Si vous êtes là, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Le Brexit, les revendications contradictoires des Gilets jaunes, l'Europe qui va péter. Je vous en prie, dites-nous toute la vérité. Ne nous épargnez pas. Né à Tunis en 1953, vous êtes ce qu'on appelle une tronche. Agrégé de mathématiques, c'est le choc pétrolier de 1973 qui vous pousse sur la voie du doctorat en économie. Vous voulez comprendre. Mais votre père, médecin, vous avait imaginé en polytechnicien. Décidément, personne n'est parfait. À la théorie nécessaire, vous préférez la pratique et l'engagement aux côtés de la gauche. De Rocard Nos responsabilités, mes camarades, elles sont donc considérables. À Hamon, vous avez abreuvé tout le PS, même si vous dites « nous sommes trompés pendant 50 ans ». Autant de promesses non tenues qui, selon vous, conduisent au populisme. Mais vos talents ne s'arrêtent pas là. Selon vos amis, vous êtes aussi un brillant historien lorsqu'il s'agit d'expliquer la chute de l'Empire romain. Sinon, vous aimez Proust et Léonard Cohen.
Dans votre dernier livre, vous écrivez que le bonheur est démodé. Mais un économiste, cher Daniel, ça s'intéresse aussi au bonheur ? Un économiste, c'est forcément pessimiste, un économiste, non ? L'autre nom de la science économique, c'est the dismal science, c'est la science lugubre, sinistre, parce que le premier économiste célèbre s'appelle Malthus, qui a expliqué qu'on ne pourrait jamais s'enrichir parce que chaque fois que les humains parvenaient à s'élever un petit peu au-dessus du niveau de pauvreté, il y avait une crise derrière, en l'occurrence dans son cas, une crise démographique qui faisait qu'immédiatement, ce qu'on donnait d'une main, on le reprenait de l'autre. Donc effectivement, l'économie est venue au monde avec l'idée que c'était une science du malheur. Après, avec Keynes, c'est devenu un tout petit peu autre chose, et puis malheureusement, on revient un peu à des considérations malthusiennes aujourd'hui. Est-ce que le bonheur est possible au milieu de tout ce désastre ? Je ne sais pas. À propos de désastre. À propos de désastre, justement, on a vu dans le portrait que vous étiez passionné par la chute de l'Empire romain, Daniel Cohen. Est-ce qu'on est actuellement dans une nouvelle chute de l'Empire romain, mais au niveau mondial cette fois-ci ? Non, enfin passionné, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, il y a un parallélisme absolument incroyable entre ce qui se passe dans l'Empire romain à partir du IIIe siècle et ce qui se passe aujourd'hui. Je reprends des travaux d'historiens, évidemment, je n'y connais rien moi-même, mais qui disaient qu'il y a un moment à partir duquel la hauteur des villas privées a commencé à dépasser celle des temples. C'est le moment où les élites romaines ont cessé, au fond, d'adhérer au stoïcisme, qui était une forme de retenue dans leur propre richesse, dans leur propre puissance, et ils ont laissé passer, au fond, au premier plan, leur propre rivalité interne, et c'est quelque chose qui va créer des tensions considérables. Et si on suit des auteurs comme Paul Venn et autres, le christianisme naît de cette société en tension dans laquelle dire à quelqu'un « je suis chrétien » et l'entendre dire « moi aussi », tout d'un coup produisait un énorme soulagement dans une société qui était déchirée par toutes ces tensions. Donc il y a un parallélisme à faire entre ces élites qui captent une part croissante de la richesse, qui se soucient peu maintenant des dieux ou même du sens commun, et puis ce besoin en quelque sorte de retrouver une communauté, un peu comme les chrétiens l'ont produit en leur temps. Vous allez les tester sur le terrain. Oui, parce que vous êtes un économiste chercheur, théoricien, mais aussi un économiste de terrain, pragmatique, notamment parce que vous vous êtes engagé politiquement, mais pas seulement, aussi en tant que conseiller de la Banque Lazare, vous avez conseillé des politiques, en particulier de pays en crise, la Grèce, la Bolivie, l'Équateur. Pourquoi ce besoin de s'impliquer autant dans l'économie réelle ? Je pense que tous les économistes, au fond, font ces disciplines parce qu'ils pensent fondamentalement que c'est une science humaine, c'est une science qui n'est pas simplement une spéculation, comme on pourrait en avoir d'ailleurs pour la philosophie ou pour l'histoire. Donc il y a un moment, j'ai fait ça assez tardivement, j'avais plus de 50 ans, mais il y a un moment où on a quand même envie de se dire, est-ce que tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai étudié dans les livres, etc., ça a une réalité, ça peut servir à quelque chose. Est-ce que ça peut aider ? Alors j'ai étudié, moi, dans ma vie professionnelle, les crises financières à répétition qui notamment ont secoué tous les États, les pays attaqués par les marchés financiers, les crises de dette, etc. Donc quand on m'a proposé de dire est-ce que vous n'avez pas envie d'aider ces pays en crise-là, je pense que ça aurait été complètement idiot de ma part de dire je reste dans mon cabinet de toilette et puis je n'en sors pas. Donc il y a eu un peu la tentation, effectivement, de sortir de la tour d'ivoire et de voir un peu sur le terrain si ce que j'avais appris, en tout cas étudié, avait une pertinence pour le monde réel. En France, ceux que vous avez essayé d'aider, parfois, ce sont les dirigeants de gauche. C'est-à-dire que vous avez accompagné en quelque sorte la conversion de la gauche française à l'économie, de Michel Rocard à Benoît Hamon, que vous souteniez lors de la dernière présidentielle, en passant par Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que justement la gauche, elle ne s'est pas un peu trop, la gauche française, convertie à l'économisme, au risque d'y perdre une partie de son âme? Je pense. Enfin, vous parliez de Michel Rocard, qui est vraiment à l'origine un peu de cette espèce d'engagement qui a toujours été un compagnonnage et jamais beaucoup plus en réalité. Mais enfin, je ne le renie pas du tout. J'ai essayé d'aider aussi la gauche française. Mais pour Rocard, il y avait quelque chose de très important. C'était la naïveté de la gauche par rapport à la contrainte économique. Donc, il avait toujours peur que dans des élans de générosité, etc., la gauche vienne se fracasser sur le mur des réalités. Le mur du réel. Voilà, le mur du réel. Il avait quelque chose, une formule que Pierre Rosanvallon m'avait racontée, que je trouvais tout à fait extraordinaire. En plein mai 68, Michel Rocard disait « J'ai mal à la balance des paiements ». Personne ne comprenait exactement ce qu'il voulait dire. Mais donc là, il a créé un peu un froid. Mais je crois fondamentalement, pour Rocard, c'était une contrainte qu'il fallait internaliser, mais absolument pas un but en soi. C'est ça peut-être la différence entre cette époque et celle dans laquelle on est maintenant. Pour lui, c'était, il y a les forces de gravitation, il y a les forces de la balance des paiements. Une fois qu'on a dit ça, il faut évidemment apprendre à les détourner, apprendre à les contourner, apprendre à les domestiquer.
Et pour lui, au fond, c'était un peu l'idéal de la deuxième gauche. Ce qui se passait dans le syndicalisme, dans l'autogestion, tel qu'on en parlait dans les années 70, c'était vraiment essayer de produire autre chose comme mode de socialité que, on va dire, le capitalisme. Donc c'est très différent de comprendre l'économie et accepter ses contraintes. C'est pas la même chose que de vouloir en faire une fin en soi. Pardon. Voilà, et le fait de comprendre le réel donc, ne justifie pas le fait d'enterrer des utopies ou des rêves. Justement, à propos d'utopies, de rêves, de fantasmes, Caroline, vous avez une archive qui va vous intéresser, Daniel Cohen, parce que ça parle d'un sacré bouleversement. Hein. Oui, d'une époque où on y croyait encore. On est en 1972. L'émission s'appelle, son titre est très explicite, Les robots sont arrivés. On y croyait encore. Ils promettent un monde social meilleur. Et qui sait, la paix sociale. Regardez. Dans cette usine, il y a un travailleur qui ne sort jamais. Et il faut s'adapter à cette nouvelle attitude de l'homme vis-à-vis du travail. Et je pense que le robot ne doit pas être considéré comme une façon répressive, mais comme une façon de tourner le problème et de retrouver une paix sociale meilleure. On y a cru, ça s'est effondré, progrès technique, révolution numérique. On dirait que les robots d'aujourd'hui, c'est les algorithmes qui laissent de l'espoir. Il y a un parallélisme à faire, mais jusqu'à un certain point, et qui rend d'ailleurs la situation actuelle plus inquiétante, je pense, que celle-là. Ce dont il s'agissait dans la société industrielle, c'était de trouver une manière de produire de plus en plus de biens dans des usines. Et ce qu'on a reproché, c'est le point de départ de ce livre, c'est ce qu'on a reproché à ce moment-là du capitalisme, c'était pas son incapacité à produire de la prospérité. En fait, à l'époque, elle coule à flot. On est dans des régimes de croissance de 5% l'an. Ça veut dire que tous les 15 ans, le revenu et les salaires doublaient. C'est quelque chose qui donne le vertige rétrospectivement. C'est-à-dire que quelqu'un, la préhistoire, oui. c'est quelqu'un qui commence sa carrière, on va dire, à 1500, à 20 ans, à 35 ans, il gagne 3000, et puis à 45 ans, il gagne le double, 6000, et on peut continuer, etc. Donc ce sont des chiffres qu'on ne verra jamais plus. Ça veut dire qu'au cours de sa vie professionnelle, on peut vraiment franchir toutes les étapes de la hiérarchie sociale. Évidemment, tout le monde est translaté, mais pour la personne elle-même, c'est une extraordinaire mutation que de pouvoir connaître tout ça. On est dans des régimes de croissance beaucoup plus lents aujourd'hui, et elles sont moins inclusives, elles créent des inégalités. Bon, c'est ça le grand problème. Mais à l'époque, et c'est ça qui m'a intéressé en essayant de relire tout ce qui s'écrivait, à l'époque, cet âge d'or du point de vue des économistes était profondément critiqué. Il était critiqué parce qu'en réalité, le travail à la chaîne était une machine de déshumanisation profonde. C'était quelque chose qui faisait que l'homme devenait un robot. Donc dans ce contexte-là, dire on va mettre des robots à la place des hommes, très honnêtement, c'est pas gênant, c'est même d'une certaine manière exactement ce qu'il faut faire pour donner aux humains la possibilité de sortir des usines et de faire autre chose. Ça, c'est la grande promesse de cette époque. On va sortir, on va critiquer la société industrielle, on annonce qu'on va en sortir, et il y avait quelque chose de bien mieux qui va nous attendre, c'est une société humanisée, une société post-industrielle. La grande déception qu'on vit depuis, c'est que cette société post-industrielle, d'une certaine manière, non seulement elle ne tient pas ses promesses, mais elle est en train de nous préparer quelque chose, peut-être semblable au monde dans lequel dont on est sorti. Voilà. Justement, parce que l'un des éléments qui contribue à sortir, à casser cette période de prospérité et de croissance à l'époque, c'est une crise pétrolière. Bien précisément, on va se pencher sur notre premier dossier d'actualité, Daniel Cohen. On va voir que l'histoire parfois peut avoir tendance, même si c'est jamais de la même façon, à se répéter, parce que ce premier dossier d'actualité, ce sujet que vous avez choisi, c'est justement une nouvelle guerre du pétrole qui a été déclenchée ce lundi par Donald Trump. Il veut empêcher le président américain, l'Iran, d'exporter sa production. Voici un résumé de la semaine en images. Donald Trump fait-il courir au monde le risque d'un nouveau choc pétrolier ? Les États-Unis ont annoncé des sanctions contre tout pays qui achèterait du pétrole iranien. En pleine chasse aux œufs de Pâques dans les jardins de la Maison-Blanche, le président américain a décidé de fermer complètement le robinet du pétrole iranien. Objectif, priver le régime de Téhéran de sa principale source de revenus. On descend à zéro. On porte à zéro les exportations autorisées. On va continuer à renforcer les sanctions et surveiller les pays trop complaisants. Toute nation ou groupe qui a des échanges avec l'Iran devra être très vigilant. Désormais, les 8 pays, dont la Chine et la Turquie, qui avaient une dérogation pour acheter du brut à l'Iran, ne pourront plus le faire. Il y a quelques heures, le guide suprême a réagi. Les efforts des États-Unis en vue d'un boycott des ventes de pétrole de l'Iran ne les mèneront nulle part. Nous exporterons notre pétrole autant que nécessaire et autant que nous le voudrons. Pour limiter les conséquences de cette décision, Washington a demandé à Riyad d'accroître sa production.
pas sûr que cela suffise à empêcher la flambée des prix de l'or noir. Et voilà, une nouvelle guerre du pétrole. Oui, avec toujours la même question. À quoi joue Donald Trump? Qu'est-ce que cherche le président américain, sinon à faire tomber le régime? Et puis, est-ce qu'il ne prend pas un risque pour lui-même? Quelles sont les conséquences, tant en matière géopolitique qu'économique? On va poser toutes ces questions à notre invitée Agnès Levallois. Bonsoir. Bonsoir. Vice-présidente de l'IREMO. Alors, l'IREMO, c'est l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient. Vous êtes également chercheuse à la Fondation pour la recherche stratégique. Juste une question, avant de vous en poser une, bien sûr, Agnès Levallois, à Daniel Cohen. Pourquoi ce sujet de la nouvelle guerre du pétrole? D'abord parce que je crois Jérôme Fourquet, qu'on va voir tout à l'heure, disait très justement que le prix du carburant pour nos sociétés modernes, c'était l'équivalent du prix du pain dans les sociétés pré-industrielles. Donc quand ça monte, quand ça baisse, ça change absolument tout. Et on croyait qu'on allait entrer dans une période de prix du pétrole beaucoup plus bas. C'est un peu la promesse de cette fin d'année 2018 où le prix du baril était descendu à $45, donc presque une diminution de moitié par rapport à l'année d'avant. Donc on pensait que ça allait redonner du souffle. Et puis, à cause de la dinguerie en partie de ce bonhomme, on va en parler, tout est en train d'être remis en question. Alors peut-être qu'il a pris des précautions, vous allez nous le dire, avec l'Arabie Saoudite pour revenir un peu à zéro. Mais donc on voit bien que derrière ces crises géopolitiques, il y a toujours cette question essentielle. Notre société industrielle, post-industrielle, matérielle, elle a besoin de ce carburant pour l'instant. Et donc, on est dans la dépendance de ces choses qui se passent au Moyen-Orient. Alors, la dinguerie de ce bonhomme, comme dit Daniel Cohen, Agnès Levallois, est-ce qu'il est si dingue que ça, ce bonhomme Donald Trump? Est-ce que ce n'est pas une obsession de l'administration américaine d'essayer de faire tomber le régime des mollahs en Iran? Et en l'occurrence, un des objectifs de Donald Trump en voulant empêcher l'Iran d'exporter sa production de pétrole? Oui, c'est clair que de toute façon, il a toujours dit clairement qu'il ne voulait plus de ce régime en Iran. Et donc, il a le sentiment qu'en accentuant les pressions et donc en empêchant l'Iran d'exporter du pétrole, ce régime allait tomber parce que la population allait se révolter contre cette gestion. C'est son objectif clair et net. Et je pense en plus que dans cette décision qui est prise aujourd'hui, il y a un autre élément, c'est que l'impasse des négociations qu'il a menées avec la Corée du Nord, quand on voit la rencontre quand même entre le chef de la Corée du Nord et Poutine, ça fait que ce succès diplomatique qu'il comptait obtenir et présenter est remis en question. Et donc, je pense qu'il a besoin de montrer aussi à son électorat que sur l'Iran, en tous les cas, là, il ne va pas lâcher. Et c'est assez facile, finalement, puisqu'il n'a personne en face de lui. Il est au contraire poussé par deux pays, l'Arabie Saoudite et Israël, qui veulent absolument en finir aussi avec ce régime. Donc, il a de cette manière un boulevard devant lui, avec la limite, c'est la remontée des cours des pétroles. Et on sait que ça a une dimension de politique intérieure aux États-Unis extrêmement importante. Mais comment ça, il n'a personne en face de lui? Il a quand même 8 acheteurs de brut iraniens, la Chine, l'Inde, la Turquie, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'Italie et la Grèce, qui ont sans doute leur mot à dire, qui ne vont peut-être pas se laisser faire comme ça. L'Italie et la Grèce, à mon avis, ne dira pas grand-chose. Il y a la Chine et l'Inde, éventuellement, qui peuvent réagir. La Chine, ça va être le gros morceau. Je pense qu'effectivement, la Chine va essayer de négocier avec les Américains pour ne pas avoir l'air de se coucher, si je puis dire, devant Washington. Ça va être important. Mais la Chine, évidemment, a besoin de ce pétrole iranien, mais la Chine peut trouver du pétrole ailleurs. Donc, ça va être plus une question comment tenir tête, éventuellement, à Washington dans les négociations, mais qui implique aussi plusieurs autres, enfin je ne suis pas spécialiste de la Chine, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de négociations entre la Chine et Washington. Donc que va compter le pétrole iranien dans cette équation? Toute la question est là. Jean-Mathieu. Mais justement, parmi ses alliés, il y a aussi des alliés historiques. Parmi ses acheteurs, pardon, il y a des alliés historiques. Les Américains, il y a le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, c'est vraiment des gens qui soutiennent les États-Unis. Et là, ils se retrouvent pris dans un paquet, c'est-à-dire que les États-Unis sont prêts véritablement à sanctionner des alliés historiques. Ce qui se passe, c'est que de toute façon, Donald Trump a obtenu quand même des garanties de la part de l'Arabie Saoudite. Vous savez que l'Arabie Saoudite est vraiment le pays qui a une influence sur le marché pétrolier parce que c'est le seul pays, avec dans une moindre mesure les Émirats, qui peut mettre sur le marché très rapidement du pétrole. Donc ça lui donne une capacité à réagir extrêmement importante. Et Trump d'ailleurs a déjà déclaré qu'il s'était entendu avec l'Arabie Saoudite pour que celle-ci puisse mettre sur le marché suffisamment de pétrole pour faire en sorte que la situation ne soit pas trop catastrophique sur justement le prix. Alors on voit bien que ça c'est pas automatique, donc là aujourd'hui on a un baril à 75, donc ça a quand même monté. Mais là, en l'occurrence, il joue contre son propre pays, Donald Trump, si jamais le baril s'envole. Alors est-ce qu'il y a aussi un intérêt intérieur, de politique intérieure, qui vise notamment à développer l'exploitation du gaz de schiste? Ce que l'on sait, c'est que les États-Unis sont en train d'exporter de plus en plus de pétrole et que d'ici 1 an ou 2, ils vont exporter de façon massive. Donc il y a aussi une préparation, si je puis dire, à l'exportation du pétrole américain sur le marché international. Il y a aussi un intérêt
électoraliste, donc pour Donald Trump, ça parle à ses électeurs. Ça parle à ses électeurs. Donc ce qu'il va simplement faire, c'est comment gérer avec l'Arabie Saoudite pour que celle-ci mette suffisamment de pétrole sur le marché, même si ça ne va pas compenser complètement la perte de pétrole iranien, pour faire en sorte que le prix du baril n'explose pas trop et redescende. On est à 75, que ça redescende à 60 ou 55 pour calmer le jeu en interne. La menace de la flambée des prix, elle concerne tout le monde, jusqu'à nous. Daniel Cohen. Bien sûr, le prix du baril est unique partout, mais je crois que vous avez dit quand même l'essentiel, c'est qu'il fait de la politique intérieure. C'est en ça qu'il est dingue au niveau de la géopolitique. C'est-à-dire qu'il essaye de montrer que lui le plus malin. Il a un anti-modèle absolu qui est la seule référence qui permet de comprendre ce qu'il fait. L'anti-modèle, c'est Obama. Tout ce que Obama a essayé de faire, il veut faire le contraire. Donc c'est très simple. Vous prenez la liste, les accords de Paris sur le climat, parler à l'Iran, tout ce que vous voudrez, c'est simple. Il coche. Et voilà, on fait le contraire, c'est bien. Comme ça, on est sûr, c'est rente-en-plan. Obama, c'est son rente-en-plan, il fait le contraire. Et puis il a un modèle. C'est Reagan. Alors Reagan, il a fait tomber l'Union soviétique en montrant comme ça qu'il était capable de mener une guerre virtuelle. Il pense que la même chose va se passer en Iran. Ça peut très bien ne pas se passer comme ça. Ça peut radicaliser au contraire l'axe chiite, en faire exactement un foyer absolu de déstabilisation du monde. Et puis en interne, bon, ok, il va faire plaisir aux producteurs de pétrole ou de gaz de schiste. Mais enfin, si les Saoudiens ne se mettent pas à produire beaucoup de pétrole très vite, ça va quand même se retrouver dans le porte-monnaie. Ça va profiter aux producteurs de gaz de schiste. Mais enfin, c'est pas la majorité des Américains. Donc ça peut tout à fait lui retomber comme un râteau dans la figure, sachant qu'il y a des élections l'année prochaine. Ce que je pense, c'est que l'Arabie Saoudite va avoir à cœur de donner satisfaction à Trump, puisque l'Arabie Saoudite, comme vous le savez, est en mauvaise posture après l'affaire Khashoggi, l'affaire du Yémen. Une partie du Congrès américain est vent debout contre la politique américaine vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Et donc l'Arabie Saoudite, pour se racheter, peut avoir envie et faire le nécessaire, en tous les cas, pour mettre suffisamment de pétrole sur le marché international, pour montrer que c'est le bon élève et essayer de rehausser son image, qui est absolument essentielle pour le Royaume. Vous allez voir, Agnès Levallois, que grâce à Jean-Mathieu Pernin, on va aller toujours un petit peu plus loin pour essayer d'analyser cette relation entre les États-Unis et l'Iran. Jean-Mathieu, comme vous êtes un grand sportif, ce soir, vous allez enfiler donc un short et des crampons. Tout à fait. Daniel Cohen, si je vous dis 1998 en France, vous pensez à quoi ? On va dire, ça commence par coupe et ça se termine par du monde. Alors, je dois vous dire que je suis un petit peu déçu. Parce que vous êtes économiste, vous auriez pu dire le début des 35 heures aussi. Voilà, je sais pas, mais voilà. Bon, bref, en tout cas, c'est votre référence. Et en effet, c'est la Coupe du Monde organisée en France, la première gagnée par les Bleus. Mais à ce moment-là, il y a eu un cliché historique qui est rentré dans les livres d'histoire. C'est celui-ci, où on voit... C'est Zidane avec un carton rouge contre l'Arabie Saoudite. Non, pas encore. Non, on va voir justement des hommes ensemble qui posent dans une photo d'avant-match. Et il est historique parce que les maillots rouges, eh bien, ce sont les Iraniens. Les maillots blancs, ce sont les Américains. Voilà, pour la première fois, ils se sont affrontés en match de football. Et le seul match, d'ailleurs. Et c'est vrai que ce cliché paraît totalement surréaliste. Vu l'ambiance actuelle entre les deux pays, on se dit que les joueurs de ce match ne vont pas les traîner sur copain d'avant. Mais on est le 21 juin 1998. À l'époque, c'est à Lyon, au stade Gerland, qui accueille cette rencontre placée à haut risque. Clairement, les organisateurs de la Coupe du Monde et le ministère de l'Intérieur sont très inquiets. C'est le match le plus tendu de ce premier tour. Et c'est vrai, quelques heures avant le coup d'envoi, c'est un peu tendu dans les tribunes. Il y a des banderoles contre le régime des mollahs. L'entraîneur iranien est sifflé. Il y a carrément aussi des tireurs d'élite qui sont positionnés sur le toit du stade. Alors au niveau diplomatique, à l'époque, le président Khatami va peser les tensions avec l'ex-grand Satan. Il y a même Madeleine Albright qui va assister au match en guise d'apaisement. Et puis là, tout le monde se dit, et si le foot réussissait là où la diplomatie patine. Alors finalement, quand le coup d'envoi est sifflé par l'arbitre, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, pas grand-chose en fait, parce qu'on a tellement parlé de politique qu'on avait oublié que c'était un match de foot et que les deux nations ne sont pas terribles, c'est vrai, au niveau du ballon rond. Donc le match était un peu poussif. Là, tout le monde disait oh là là, attention, l'Amérique, les Iraniens. Bon, au final, l'Iran réussit tout de même à gagner son premier match. C'est le premier match qu'elle va gagner contre les États-Unis et son premier match en Coupe du Monde 2-1. Mais qu'on se rassure. Forcément, la politique est toujours là et elle va reprendre le dessus. Et l'ayatollah Khamenei, tout en mesure, va déclarer « Ce soir, le puissant et arrogant adversaire a senti le goût amer de la défaite. » Voilà, on dirait presque un journaliste sportif. Bon, les Américains, de leur côté, disent « Oui, bon, à ce moment-là, ça peut peut-être nous servir à tisser un nouveau lien. » Ce nouveau lien, on l'attend toujours, mais imaginez un peu si cette rencontre Iran-États-Unis arrive au Qatar lors de la prochaine Coupe du Monde. Là, d'un coup, il y a beaucoup de choses qui sont réunies, mais c'est vrai qu'Agnès Levallois, quand on voit cette photo, on se dit, voilà, ce sont juste des hommes qui sont là. Est-ce que les deux populations, américaines et iraniennes,
se détestent autant que leurs dirigeants eux-mêmes se détestent? Non, absolument pas. D'ailleurs, on voit en Iran, beaucoup d'Iraniens rêvent que d'une chose, ils rêvent encore du rêve américain. Alors de moins en moins avec Trump, parce que celui-ci a une politique tellement démente vis-à-vis de l'Iran que ça n'est plus possible. Mais vous avez une communauté iranienne aux États-Unis extrêmement importante, et il y a quand même une fascination pour ce pays, et qu'on a bien vu au lendemain de la levée, de l'accord sur le nucléaire en 2015, il y a eu un engouement et une volonté et un désir de la part des Iraniens d'aller à l'extérieur, et en particulier aux États-Unis, qui est un pays qui continue à faire rêver. Pas Trump, loin de là. Mais il y a un modèle quand même qui continue à être tout à fait important. Pour les Américains, c'est plus compliqué. Oui, N'oubliez pas, il y a toujours la prise d'otage de l'ambassade américaine au lendemain de la révolution islamique, qui est quand même encore présent dans les esprits, même si la jeune génération ne l'a pas vécu, mais ça reste encore présent. Donc au niveau des populations, je crois qu'il y a des choses évidemment qui sont possibles. Ben voilà une note d'espoir pour terminer. Merci beaucoup Agnès Levallois. Souvent, effectivement, les populations sont souvent plus lucides, plus sages que leurs dirigeants. Daniel Cohen, on reste ensemble et nous allons ouvrir dans un instant notre débat qui va porter sur les propositions d'Emmanuel Macron pour tenter de résorber la fracture territoriale du pays révélée par la crise des Gilets jaunes, et puis la chronique de Marie Bonisseau dont le regard va nous entraîner jusqu'à Vladivostok. Mais d'abord, comme chaque samedi, Gaël Legras s'en va voir ailleurs ce qui se passe. Il nous présente un personnage qui fait l'actualité en Espagne et qui pourrait bien créer la surprise lors des élections législatives demain. On regarde. Après Viktor Orban, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Geert Wilders ou encore Marine Le Pen, ça y est, l'Espagne, elle aussi, a son populiste d'extrême droite préféré. Santiago Abascal. Santiago Abascal. Santiago Abascal. Demain, les Espagnols votent aux législatives et le leader du parti Vox, Santiago Abascal, donc est crédité de 12% des voix, une première depuis la mort de Franco en 1975. Alors, qui est Santiago Abascal? Eh bien, comme tous ses amis dans le vent, il a la parfaite panoplie du nationaliste. Y se integra mucho más fácil para vivir en España un compatriota hispanoamericano que viene de Colombia con la misma lengua, con una forma parecida de ver el mundo, que una persona procedente de los países del Magreb. Eso no es racismo. Quant à ses propositions concrètes, il souhaite construire un mur en béton armé autour des enclaves espagnoles du nord du Maroc, Ceuta et Melilla. Bref, il copie sur son petit camarade des États-Unis. ¿Recuerda ese muro que Trump quiere levantar en su frontera? Vox también dice que los gastos de construcción de esa supuesta barrera en Ceuta y Melilla correrían a cargo del país vecino, de Marruecos. Comme Trump également, il aime les armes. D'ailleurs, il ne sort jamais sans son Smith & Wesson. Et sur le site armas.es, il milite pour que les Espagnols disposent d'une arme chez eux. Autre signe distinctif, selon la Vanguardia, Santiago Abascal veut, je cite, supprimer les organisations féministes radicales. Et bien sûr, il a sa petite idée sur l'avortement. Susana, tu cuerpo es tuyo, pero el que llevas dentro no. Avec ce programme, le leader de Vox a de surcroît entamé sa campagne législative à Covadonga, là où la Reconquista chrétienne, qui a chassé les musulmans hors de la péninsule ibérique, aurait commencé en 722. Nosotros no tenemos ningún tipo de vergüenza a reivindicar los símbolos. La Vanguardia a appelé ça une parodie de croisade. Selon El Mundo, Abascal veut nous gouverner avec du catéchisme. Et enfin, El País explique ainsi son ascension. Il a mordu dans l'électorat du PP, la droite espagnole, et ne lâchera pas le morceau car il renifle l'odeur du sang. Vous savez quoi? Tout ça me rappelle cette phrase de Georges Bernard Shaw. Le nationalisme se dresse entre l'Irlande et la lumière du monde. J'imagine que ça marche aussi avec l'Espagne. Merci Gaël Legras. L'extrême droite qui pousse aussi, qui progresse aussi en Espagne. Vous dites dans votre livre, Daniel Cohen, qu'aujourd'hui, comme force de contestation du système, entre guillemets, le populisme a en quelque sorte remplacé le gauchisme de jadis. Oui, c'est devenu un vote de classe d'abord principalement. Enfin, je parle devant Jérôme Fourquet, mais on voit bien qu'il est beaucoup plus typé socialement et beaucoup plus attractif pour les classes populaires que n'étaient la droite et la gauche auparavant. Et en effet, comme force de contestation du système, on peut dire oui qu'il y a un parallélisme à faire avec ce qu'était le gauchisme. La différence quand même, c'est que le gauchisme cherchait des alliances, en fait, cherchait quelque chose qui pouvait ressembler à une forme d'universalité. Ce n'est pas le cas du populisme, il est exactement symétrique de ce point de vue-là. Alors, pour la suite de l'émission, on accueille donc Marie Bonisseau. Bonsoir Marie. Bonsoir. Vous n'êtes pas encore sur la piste de danse. Ravi de vous accueillir. On découvrira tout à l'heure votre photo de la semaine. Et cette semaine, c'est... On va essayer de comprendre pourquoi les dictateurs nord-coréens adorent autant prendre le train. Ben voilà une très bonne question. Et Omar Ouaman, grand reporter au service international de Radio France. Salut Omar et bienvenue. Bonsoir. À l'issue du grand débat, donc Emmanuel Macron a annoncé cette semaine une série de mesures visant notamment à résorber la fracture territoriale qui a été révélée par la crise des Gilets jaunes. Le maintien des effectifs de fonctionnaires, leur redéploiement sur le terrain, un moratoire sur les fermetures d'écoles et d'hôpitaux. Mais est-ce que cet arsenal de mesures peut suffire à recoudre le pays, pour résorber ces fractures? Pour en débattre, nous accueillons Jérôme Fourquet. Bonsoir, vous êtes politologue, directeur du département opinion de l'IFOP et auteur de ce livre, L'archipel français,
Naissance d'une nation multiple et divisée parue au seuil et couronné par le prix du livre politique de l'année, si je ne me trompe pas. Bravo Jérôme. Merci. Et à vos côtés, bonsoir Maud Verniol, vous êtes responsable du service politique de l'Humanité. Bienvenue. Omar, c'est vous qui ouvrez le feu avec quelques points de repère, une image, un chiffre, une phrase. Et une image pour commencer, Renaud, celle de la salle des fêtes de l'Élysée, entièrement rénovée. C'est dans ce faste républicain que s'est tenue jeudi la première conférence de presse d'Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat. Fini le pupitre transparent de François Hollande, place à un bureau blanc siglé des couleurs de la France, un style qui rappelle évidemment celui du général de Gaulle. Un chiffre. 320, c'est le nombre de journalistes français et étrangers accrédités et présents. 320 journalistes et seulement 15 d'entre eux ont pu poser leurs questions. Les autres ont passé leur temps les bras levés, les bras en l'air, en quête de micros. Des micros peu nombreux, c'est vrai, mais savamment distribués. Une phrase enfin, ou plutôt une injonction. Et l'injonction d'Emmanuel Macron. Je veux qu'on remette plus de fonctionnaires sur le terrain qui apportent des solutions. Fin de citation. Charge à Édouard Philippe de présenter dès le mois prochain un projet de réorganisation de l'administration. Jérôme Fourquet, bonsoir. Une question. Cette question de la fracture territoriale est-elle au cœur des inégalités face aux services publics ? Alors, l'accès aux services publics, effectivement, se pose dans des termes différents selon l'endroit où on habite. Alors, service public au sens large, puisqu'on peut ajouter à cela l'accès aux soins, avec le problème des déserts médicaux, qui, sauf erreur, n'a pas trop été abordé dans cette intervention. Donc, je serais tenté de dire le président de la République prend acte d'un certain nombre de fragilités territoriales et il essaie de ne pas aggraver la fracture en disant on va arrêter les fermetures de maternités, d'écoles, etc. On va redéployer, bon, ça reste à voir, parce que ce n'est pas le premier qui a eu cette idée de dire il y a trop de monde à Bercy et on va les remettre sur le terrain. Si vous prenez juste la question des perceptions, par exemple, alors ce n'est pas forcément l'administration qui est la préférée des Français, mais l'administration fiscale, on a eu des fermetures très importantes ces dernières années. Donc là, il y a, de mon point de vue, une prise de conscience des problématiques spécifiques de ces territoires et la volonté de ne pas aggraver la situation. Donc si on veut être totalement objectif, il y a des points positifs sur le dédoublement des classes dans un certain nombre d'établissements scolaires. Donc il y a des choses qui vont plutôt dans la bonne direction, mais on est sur des problématiques de fond qui sont de longue durée et on reste un peu sur notre faim en entendant les propos présidentiels. Maud Verniol, notamment le fait que Emmanuel Macron a annoncé qu'il abandonnait l'objectif de réduire 120 000 postes de fonctionnaires d'ici la fin de son quinquennat. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de la nécessité de remettre de l'État dans les territoires ? Alors, je pense qu'il peut y avoir des mauvaises surprises et je n'ai pas entendu tout à fait ça dans ce qu'il a annoncé hier. Je trouve que ce qui est important de rappeler quand même rapidement, c'est que cette conférence de presse, elle devait solder l'épisode de la crise politique née des mobilisations des Gilets jaunes qui ont cette France invisible qui a exprimé une immense colère sociale et un besoin de justice sociale. Effectivement, ce qu'on voit hier, même si le compte n'y est pas, et je pense qu'il voulait clôturer cet épisode-là et je pense qu'il a remis 10 balles dans la machine, comme on dit, et qu'au contraire, la colère est susceptible de redoubler. On le verra dans les mobilisations à venir demain et au 1er mai. Mais effectivement, ce qu'il semble en tout cas avoir compris, ou là où il tente de donner le change, c'est sur cette nécessité de redonner du poids au service public. Le grand débat qu'il avait lui-même initié a montré ça, les dégâts de la désertion des services publics, notamment effectivement dans les territoires ruraux, mais pas seulement. Mais les annonces ne suffisent pas. Il y a beaucoup de poudre aux yeux et de pièges, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Est-ce que cette fracture territoriale est spécifique à la France ou on peut la trouver ailleurs, Jérôme Fourquet ? Non, alors, il faut voir les deux aspects des choses. Là, on parle beaucoup de la présence des services publics. Alors, c'est quelque chose d'assez français, puisque la France est construite par son État et ses services publics. Mais la dimension première, c'est le nouveau stade de développement du capitalisme dans une économie mondialisée, avec la concentration des capitaux et des savoirs dans un certain nombre de zones qui sont souvent des zones métropolitaines. Et ça, ce processus de fond, on le retrouve dans toutes les grandes démocraties occidentales. Et ça, le gouvernement n'a pas forcément les manettes, en tout cas à brève échéance, pour résorber ce type de difficultés. Il y a 40 ans, vous parliez du général de Gaulle, pour faire face à l'exode rural et la forte natalité dans l'ouest de la France, il y avait la DATAR, et donc on a passé un coup de téléphone. La DATAR, c'était l'aménagement du territoire, c'était la délégation. À l'aménagement du territoire, et puis on a passé un coup de fil à un certain nombre de groupes industriels, notamment dans l'automobile, pour implanter, par exemple, une grande usine Citroën PSA Citroën à Rennes. Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Il n'y a plus la capacité de créer ex nihilo
grandes infrastructures économiques de la part de... Justement, ce n'est pas des grandes infrastructures, mais quand on écoute l'intervention d'Emmanuel Macron avant-hier jeudi, il a évoqué, par exemple, l'idée de créer ce qu'il a appelé une maison France Service, installée dans chaque canton, il y en a à peu près 2000 dans le pays, qui rassemblerait tous les services de l'État, Pôle emploi, antenne préfectorale. Maud Vergnol, est-ce que ça, c'est des micro-mesures, mais qui sont importantes pour contribuer à résorber ces fractures territoriales ou pas ? Alors, c'est un très bon exemple. Ça peut paraître de bon sens, mais ça représente beaucoup de dangers qui ont déjà été pointés lors des réactions des syndicats, par exemple, hier. Derrière cette annonce qui peut paraître de bon sens, il y a toute la question de la formation des agents de la fonction publique, dont ils ont quand même annoncé qu'il allait y avoir 70 000 suppressions de postes chez les fonctionnaires territoriaux, donc leur quantité et la qualité de leur formation pour pouvoir affronter l'accueil d'un public qui, quand même, face à des urgences sociales. L'objectif de suppression des fonctions, il a dit qu'il était prêt à l'enterrer. On va voir ce qui va arriver au Parlement. On va voir ce qui va arriver au Parlement dans quelques semaines. Et ce qu'a montré, par exemple, l'expérience de la fusion des ACDIC dans les pôles Pôle emploi est un peu le même type d'expérience, et ça a été catastrophique, créant de la souffrance des deux côtés des guichets. Ce que pointent aussi les fonctionnaires de la fonction publique, qui me semble intéressant, c'est que ça peut être aussi une privatisation déguisée du patrimoine public, parce qu'ils démontrent que les anciennes postes, oui, c'est intéressant, les anciennes postes, les anciens tribunaux ont été vendus par l'État pour devenir qui des casinos, qui des grands hôtels. Et ils dénoncent, par exemple, derrière cette proposition qui peut paraître de bon sens de rassembler les services publics dans un même endroit, une tentative de privatisation pour amener des sous qu'il ne va pas chercher par ailleurs, quoi. Mais alors justement, est-ce que quand on parle aussi de fracture territoriale, Jérôme Fourquet, il y a aussi une chose, on en parle beaucoup, c'est cette fracture numérique. On voit beaucoup, on ne peut pas aujourd'hui accéder à des services publics parce qu'on n'a pas la 4G. Est-ce qu'elle est liée aussi, finalement, cette fracture territoriale à la fracture numérique ? En partie, mais ça, si vous voulez, ça vient rajouter un sentiment déjà profond de déclassement d'un certain nombre de territoires. Mais les zones qui ne sont pas accessibles en 4G ne sont pas forcément majoritaires sur tout ce territoire-là. Donc c'est un facteur cumulatif parmi d'autres. Caroline. Daniel Cohen, est-ce que donner ou redonner du poids au service public, ça peut être suffisant pour rééquilibrer ou donner une dimension sociale, celle que voulaient notamment les Gilets jaunes pendant cette crise qu'on connaît depuis 5 mois ? C'est nécessaire, ça ne sera jamais suffisant pour les raisons d'ailleurs que disait Jérôme tout à l'heure. On vit une période où, au fond, on a sorti les ouvriers des usines pour faire place à une société post-industrielle de services où tout se passe dans les grandes métropoles, et on a sorti de ces métropoles les classes populaires qui n'avaient plus les moyens d'y vivre. Donc on est dans un phénomène de déclassement progressif qui s'est fait socialement et maintenant territorialement. La révolte des Gilets jaunes, d'une certaine manière, c'était exactement ça. C'est la rencontre d'une crise sociale et d'une crise territoriale. Alors après, comment y répondre, c'est très très compliqué, mais certainement pas en fermant les services publics, les choses qui permettent à ces territoires de vivre un peu. Il y a une carte qui a été montrée à l'occasion de cette histoire des Gilets jaunes qui était tout à fait extraordinaire. C'est la carte de la SNCF au début du XXe siècle et à la fin. Vous voyez, au début du XXe siècle, il y avait des voies, des chemins de fer partout. Il n'y avait pas un bled qui n'était pas relié à un autre. Enfin, c'était la grande idée que grâce au chemin de fer, la France allait se rétrécir. On est à l'âge du TGV. C'est exactement le contraire qui s'est passé. On a Paris-Bordeaux, on a Paris-Marseille. Alors tout le reste, il n'y a plus rien. Et donc moi, en présentant mon livre à plusieurs petites villes, il y a eu plusieurs m'ont dit que voilà, avant on avait le chef-lieu qui était à côté, par exemple à Charleville-Mézières. Le chef-lieu était après, on pouvait y aller. Maintenant, c'est à Strasbourg, donc il faut prendre le train. Or, le nôtre est toujours en retard. Avant, le train qui allait à Strasbourg nous attendait. Maintenant, il ne nous attend plus. Donc, il faut parfois prévoir 24 heures pour aller chercher ces papiers. Donc, on voit qu'on a fini par ignorer complètement l'existence sociale de ces territoires, alors que ce n'est pas juste la queue de distribution de quelque chose qui va disparaître. Non, c'est vraiment un processus qui est mis en œuvre parce que c'est la voie où les classes populaires ont été reléguées. C'est justement ce processus qui contribue à la constitution de ce que vous avez appelé, Jérôme Fourquet, l'archipel français dans votre livre. Merci à tous les deux d'être venus nous éclairer sur cet enjeu. Marie, c'est à vous. Marie, on va changer totalement de sujet, de région du monde, même on va partir très très loin avec votre photo de la semaine, puisque votre regard va nous faire prendre le train d'abord jusqu'aux confins de la Russie orientale et même jusqu'à la gare de Vladivostok. Oui, une gare qui a fait l'objet... Encore une gare, Daniel Cohen. Alors vous allez voir, celle-là, elle a fait l'objet d'une photo que j'ai trouvée assez géniale cette semaine. Regardez ce tapis rouge déployé méticuleusement jusque sur le ballast, ça traîne. D'ailleurs, c'est ce que les 3 personnes doivent se demander. Lequel a perdu ses clés ? Le tapis est trop long. Ou alors, ils sont en train de faire une révérence
d'errance, parce que le train qui va arriver en gare dans quelques minutes, c'est pas n'importe lequel, c'est celui du dictateur nord-coréen Kim Jong-un, voilà, qui est arrivé donc mercredi pour sa toute première visite en Russie, à bord de son moyen de transport préféré, comme son père, comme son grand-père. Les Kim adorent le rail. Donc c'est toujours le même train, hein, ce train vert olive, avec un look très guerre froide. Il date de la guerre de Corée, donc 1950-1953. Il est blindé. Donc lourd, donc très très lent, c'est du 60 km/h quand même, c'est mon scooter. Et il est l'objet de tous les fantasmes. On raconte notamment que le père du Kim actuel buvait du très bon vin de Bordeaux à l'intérieur et s'amusait avec des danseuses qui surnommaient mes cheminotes. Voilà, d'ailleurs, oui, il serait mort à bord de ce train. D'ailleurs, le wagon, si ça vous intéresse, est exposé en l'état à Pyongyang. Et son fils donc a pris le relais. En février dernier, il avait quand même rejoint Hanoï. Il avait mis 60 heures de voyage pour aller rencontrer Donald Trump. Fiasco diplomatique qu'on connaît. Il s'est donc cette semaine cherché un nouvel allié en la personne de Poutine. Ça a mis un peu moins de temps, 20 heures quand même, car Vladivostok, je pense, a été choisi parce que c'était pas très loin de la Corée du Nord. Et pourtant, donc voyage très attendu, train qui arrive en gare, tout n'était pas tout à fait au point. Regardez cette arrivée très lente, à 5 km/h, avec garde du corps qui illustre les poignets au dernier moment. Et pourtant, regardez, à 1 mètre près, on a failli y arriver. Le train n'était pas complètement devant le tapis rouge. Petit moment de panique, incompréhension. Voilà, stop. Et non. C'était pas tout à fait calé. Ça a mis un petit moment, voilà. Heureusement, cette gêne s'est dissipée puisque tout s'est bien passé après. Le deuxième transport préféré de Kim Jong-un, sa limousine, qu'il avait apportée à l'intérieur même de ce train, a pu sortir de la gare de Vladivostok parce qu'on avait écarté exprès le portail d'une vingtaine de centimètres pour qu'il puisse sortir. Beaucoup de transport. Et ben voilà, une histoire qui finit bien. Beaucoup de routes, mais une histoire qui finit bien. Merci Marie. Il est l'heure de retrouver tout de suite les petits plaisirs de François Simon. Ce soir, notre esthète de l'art de vivre nous délivre encore un bon conseil. Et si vous profitiez du week-end pour parler à un inconnu. Ça date de quand? Vous souvenez-vous? Arrivez-vous à remonter à ce moment où vous avez parlé à un inconnu? Parfois, on a besoin d'une grève, d'un bouchon dans une boulangerie, un train en retard ou surbondé. Avez-vous le souvenir de votre timidité naissante, des mots tout simples qui sont apparus? Oui, vous veniez alors de sortir de votre zone de confort, celle où tout est aisé, prévisible, repéré, un maillage familial, amical, professionnel, où rien ne dépasse. Parler à un inconnu enjambe précisément vos habitudes. Elle vous défenestre gentiment pour aller voir ailleurs si l'on y est, et que je sache, on y est souvent. D'ailleurs, l'autre, l'altérité, pourrait être vos nouveaux amis. Ceux qui vous font apprendre d'autres mots, d'autres signes, des impressions, des premières fois. Le week-end n'est pas indifférent à ce genre de pratique. Essayez-vous à ce saut en élastique, urbain et compréhensif. Personne ne vous le reprochera. Au contraire, on portera sur vous un regard neuf, vierge. C'est ainsi qu'on renaît, que l'on repart. Un mot, juste un mot, c'est simple comme bonjour. Strangers in the night, exchanging glances. Merci encore pour ce conseil, François Simon. Et voilà, merci à tous. Mes 28 minutes samedi, c'est fini pour ce soir. On va se quitter en musique avec un titre que vous avez choisi, Daniel Cohen. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Si j'étais un homme, de Diane Tell, qui donne le titre de ce livre. Absolument. Les temps changent. Et si Diane Tell était un homme, évidemment, elle s'appellerait Guillaume. Voilà, dans un instant, sur l'antenne d'Arte, désolé, Tout en Camon, le trésor redécouvert, un documentaire sur cet incroyable trésor funéraire exposé en ce moment même à la Grande Halle de la Villette à Paris. Et lundi à 20h05, vous retrouvez Elisabeth Quint. Tchuss.